Merci de poursuivre ces échanges avec nous. Sonia Lévesque et Ayla Lecointre nous parlaient de cette mobilisation des ressources, à la fois sur la recherche de financement, mais également comment on gère cette ingénierie en interne, comment on fait avec son équipe dédiée au sujet ou pas. Et avec les différentes contributions de pays qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous. Maintenant, on va inviter Ronan Cesbron et puis Aurore Margot pour nous parler de comment on fait vivre le contrat de territoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a effectivement construit avec ces parties prenantes, qu'on a effectivement traduit ce projet de territoire en plan d'action, qu'on a mobilisé les ressources nécessaires, en tout cas les ressources mobilisables. Ensuite, eh ben, comment on fait pour faire vivre le contrat de territoire dans la durée? Surtout, donc, une fois signé, de quelle manière on l'anime avec les différentes parties prenantes et quels moyens vous y consacrez. Ronan Cesbron, vous avez une contrainte de temps pour un rendez-vous officiel. De ce fait, je vous donne la parole avant Aurore. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai qu'une fois que tout ça c'est signé, il faut que ça vive dans la durée. Après, c'est vrai qu'on on va reprendre un certain nombre d'éléments puisque la préparation, elle fait partie aussi un petit peu de la vie du contrat. Alors, pour nous, en ligne, c'est vrai que le contrat, c'est vraiment vu comme un outil stratégique du territoire. Donc, c'est toujours, pour nous, il y a un chef de file, il y a un élu référent et c'est un peu historique. C'est le président du PETR qui ce comité de pilotage. Et, bien sûr, on retrouve dans ce groupe, dans ce comité de pilotage ou ce comité de programmation, ça dépend des contrats, les intercos et puis les acteurs institutionnels un petit peu du territoire qui ont participé à l'élaboration de ce contrat. Donc ça, c'est important d'essayer de garder tout dans du contrat les acteurs qui ont participé à son élaboration. Donc ça, c'est un point important. Ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des types de contrats. Parce qu'on a évoqué un certain nombre de contrats là, depuis le début de la réunion, que ce soit la région, l'Europe. On n'a pas des fonctionnements linéaires. On a eu, nous, par le passé, la chance d'avoir je l'avais mis un petit peu dans le chat, des formulaires uniques et puis des approches globales où on avait autour de la table au moins l'État, la région et le département et on faisait des comités de programmation unique. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, l'idée des Landes est très intéressante si on peut essayer d'y revenir. Après, donc, ces comités sont des éléments importants. Je dirais qu'il y a deux types de fonctionnement. Il y a pour retrouver sur des projets les contrats avec l'État ou la région où on a, durant l'élaboration du contrat, on a des grands projets stratégiques qui sont. Et du coup, là, le comité de programmation, il est plutôt là pour faire le point sur les projets qui étaient ciblés, les avancées, et puis, je dirais, la validation des crédits et les montants donc attribués à ces projets. Et puis, sur d'autres types de contrats, je pense aux contrats de ruralité où on avait là une programmation 4 ans, mais on avait des enveloppes annuelles avec, comme on l'a dit tout à l'heure, les premières années de garantie, puis après, les 2 dernières années de contrat, c'était plus compliqué pour les élus puisqu'on était en fin d'avoir une visibilité sur les projets. Où là, on a le comité, il a servi à se poser en fin d'année, de chaque année de programmation, de faire un point, et puis de solliciter, de faire une sorte d'appel à projet
avec les axes du contrat de ruralité pour solliciter les communes et intercos donc, sur les projets qui pouvaient être soutenus. Et donc après, on se revoyait en début d'année, après un travail technique des équipes de la sous-préfecture pour instruire les dossiers, et le comité de programmation, il pouvait donc sélectionner plutôt, comme ça se fait dans le cadre du programme Leader, sélectionner les projets au regard de l'opportunité, et puis après de valider les financements. Ça, voilà pour les deux grands éléments un petit peu de la vie du contrat. C'est les deux éléments forts en fait pour le contrat. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs de communication, de valorisation de ce contrat au fur et à mesure de son déroulé? Tout simplement, quelques éléments, quelques projets d'exemples sur le site internet ou des points presse, mais autrement, on n'a pas d'outils spécifiques de valorisation. En règle générale, on est assez mauvais en communication. Voilà. On fait, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu'on fait. Alors, on n'a certainement pas le temps et puis on n'attribue certainement pas non plus beaucoup de moyens financiers à cette partie-là. Si je reviens à l'ingénierie, on centre sur notre cœur de métier, et puis si on a un jour la latitude d'avoir un peu plus de moyens, on pourra essayer de faire. Effectivement, oui, ça rejoint la question que je vous posais en complément de la première, c'est quels moyens vous consacrez en fait pour faire vivre ce contrat sur votre territoire. Est-ce que vous avez pu mobiliser des moyens complémentaires? Est-ce que voilà, comment vous êtes organisé sans répéter tout ce qu'on s'est dit précédemment? C'est juste si vous avez des éléments complémentaires à apporter là-dessus sur le moment où je fais vivre mon contrat. Est-ce que là, vous avez des ressources particulières? Alors oui, on a depuis quelques années un poste de chargé de mission dédié à la contractualisation. Alors, il était il y a quelques années, puisqu'on pilotait les deux contractualisations, région, département, plus encore, il y avait un petit peu l'État. Là, on est plutôt sur un poste maintenant à 50% pour piloter globalement les contractualisations régionales de ruralité, ce qui permet d'avoir vraiment un chargé de mission référent, porte d'entrée pour le suivi de ces contractualisations-là. Après, on a bien entendu pour tout ce qui est le programme Leader, un chargé de mission dédié. Donc là, on est plutôt sur 2 équivalents temps plein, parce qu'il y a le pilote du contrat du programme Leader, plus après un poste d'assistant gestion. Et puis, l'ensemble, comme pour les autres pays, l'ensemble des chargés de mission, après, interviennent spécifiquement en fonction de leur thématique, que ce soit sur de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé, du tourisme. Voilà. Mais moi, je pense que c'est très intéressant, et on a vu tout l'intérêt d'avoir ce poste de chargé de mission dédié à la contractualisation pour faire le lien avec nous quand on a changé de région. On avait une personne identifiée pour faire le lien aussi avec les services de l'État également. Voilà. Et puis, en début de mandat, là, donc la chargée le tour, alors elle n'a pas fini encore avec les conditions sanitaires, mais de toutes les communes, donc les 78 communes du territoire, pour récolter des projets de mandat d'investissement pour qu'on puisse construire et avoir une approche globale là sur ce début d'année avec le CRTE en place, et puis les révisions à venir de la région et du programme Leader. Merci beaucoup pour cette contribution. Je vais donner la parole à Claire de Blic qui fait une remarque dans le chat. Si vous voulez bien prendre
la parole et partager avec nous cette question sur la mutualisation des moyens et cette mobilisation d'un COPIL ou d'un COTEC. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, moi, je viens du milieu de la communication, donc c'est plus naturel pour moi, effectivement, de parler de ce que Charles Benoît appelait le dernier kilomètre avec la valorisation du projet de territoire. Effectivement, on parle beaucoup de la dimension technique pour l'ingénierie autour du projet, sa mise en place. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour célébrer aussi avec le groupe des acteurs qui ont co-construit ce projet et avec les habitantes et les habitants qui bénéficient in fine de tous les efforts qui ont été mobilisés, cette partie communication vient en fait, si elle est correctement coordonnée et pensée, elle peut venir répondre à cet enjeu justement de valoriser l'impact qu'on a obtenu sur le territoire et aussi les petits pas, comme soulignait Gabriel aussi tout à l'heure, avec ces fameux quick wins. Et ça, ce sont des personnes qui peuvent être aussi en poste au sein des associations partenaires, des chambres consulaires partenaires, des clubs d'entreprises partenaires, qui sont très actifs souvent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, et qui peuvent être d'excellents relais, je pense, hein, qui peuvent être aussi d'excellents relais sur non seulement la mobilisation, mais aussi sur la communication a posteriori. Voilà. Merci beaucoup, Claire Deblic. C'est vrai que souvent, la partie valorisation est pensée après le moment où on construit son plan d'action et jamais au moment du plan d'action. De demander à l'ensemble des parties prenantes de quelle manière on va valoriser chacune de ces actions et quelle va être la contribution de chacune des parties prenantes de ce plan d'action à la valorisation de ce qui va être mis en place. Et tout à l'heure, sans défricher l'étape 7 sur la mesure d'impact, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on fait après, mais que si on l'anticipe, et qui va apporter quelque chose de plus. Et là, c'est vrai que sur faire vivre le contrat de territoire, est-ce que vous partez dans 3 minutes, Ronan, donc est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous sur cette expérience d'animation, de faire vivre ce contrat qui vous a particulièrement marqué et que vous voudriez partager avec nous? Alors, je voudrais vraiment rebondir sur la partie communication. C'est vrai que c'est très juste. On n'en fait pas assez et on valorise pas assez ce travail qui est un travail de fourmi en fait. Et, c'est vrai que là-dessus, on se repose vraiment que sur la presse locale et puis notre site internet et c'est certainement pas suffisant. Et ça ne permet pas aussi, je remonte sur la petite remarque du chat, hein, vraiment de bien valoriser tout le travail des acteurs derrière qui ont vraiment bossé sur tout l'amont, hein, qu'on parle du diagnostic au projet de territoire jusqu'à la première réalisation ou les premiers projets. Et là, c'est vraiment, je pense que nous, de notre côté, hein, pour notre territoire, on pêche là-dessus parce qu'on n'arrive pas à mettre en valeur ce que l'on fait. Et du coup, ça peut aussi être préjudiciable pour les contrats suivants et puis les lieux de décision. Je pense surtout à la région, parce qu'autrement, on fait, pour le reste, ça peut aller. Mais je pense qu'il faut qu'on s'améliore sur ce domaine-là. Merci, Roland. Merci. Oui, merci beaucoup d'avoir fini votre intervention sur ce point-là. On ne veut pas vous mettre en retard, donc merci beaucoup de vous être mobilisé avant votre rendez-vous institutionnel. Mais c'est vrai que cette partie-là, elle est très importante. C'est un peu comme quand vous faites des appels à projets sur chacun de vos territoires auprès des associations pour les financer et vous entendez parler des associations qu'au moment où il y a l'appel à projet, mais entre-temps, il n'y a pas eu de nouvelles. Eh ben, vos financeurs, c'est pareil quand ils entendent parler de vous qu'au moment où il y a la recherche de financement, mais qu'entre-temps, il n'y a pas eu de valorisation, bah, ça ne donne pas un sentiment de partenariat, mais plutôt juste de financeur. Et ça ne vient pas contribuer à la solidité de la relation si, par ailleurs, vous n'avez pas non plus des moyens dans l'ingénierie
de relations partenariales qui vous permettent de construire cette relation dans la durée. Donc, merci d'avoir effectivement partagé avec nous ce dernier point qui est très important. Alors, Aurore, je vous ai fait patienter, Aurore Margot, pays au Rouergue, et je vous pose la même question à Ronan du pays de Gâtine. Une fois signé, de quelle manière vous avez animé votre contrat? Comment est-ce que vous avez fait? De quelle manière vous avez procédé? Alors, bonjour à tous. Déjà, peut-être pour resituer, donc c'est PETR du Rouergue. Donc, nous, on est en Aveyron. On est au sud du Massif central. 2 communautés de communes, 38 communes, 24 habitants au kilomètre carré, 34 880 habitants. Des toutes petites communes, puisque la plus grosse commune a 4 500 habitants. Et je vais de 98 à 4 500 habitants. Donc, c'est vraiment tout petit, avec peu d'ingénierie à la fois dans les communes et dans les communautés de communes. Donc, nous, au niveau du PETR, en fait, la mobilisation, notamment la mobilisation des élus, en fait, on travaille à 3 niveaux. On travaille d'abord au niveau du PETR, on travaille aussi avec nos membres et on travaille à une échelle beaucoup plus large au niveau du territoire. Donc, au niveau du PETR, en fait, nous, on travaille là aussi, c'est décliné en fait en fonction des outils que le PETR met à notre disposition. C'est-à-dire qu'on va travailler avec le bureau sur une échelle extrêmement stratégique. C'est quelle mise en œuvre, quel est le bilan, quel choix on fait sur une contractualisation, les grandes thématiques. Donc, ça va de la conception à la mise en œuvre. Voilà. Ensuite, on va décliner ça au niveau du conseil syndical où là, on va avoir une présentation des contrats. On va présenter systématiquement 1 ou 2 fois par an les différentes maquettes pour que les élus du conseil syndical évaluent bien un petit peu qu'est-ce qui passe dans un contrat, à quoi ça sert, quels sont les projets identifiés. Et après, quand on passe à l'échelle vraiment de l'Assemblée des maires, donc 1 fois par an, ça, c'est vraiment une échelle opérationnelle. Donc là, on va présenter chaque fois qu'il y a des nouveaux contrats, le contenu global du contrat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce contrat? Qu'est-ce qu'ils peuvent solliciter dans ce contrat-là? Et on fait aussi un retour annuel sur les attributions, c'est-à-dire quelle commune a eu dans le cadre d'un contrat une subvention, quelque chose. Voilà. Alors, on ne fait pas forcément toutes les attributions de l'année parce qu'il peut y en avoir beaucoup, mais on va chaque année, par exemple cette année, pour mon assemblée des maires au mois de mai, je vais partir sur la décide exceptionnelle dans le cadre du plan de relance qui a été attribué fin 2020, début 2021. Et on va présenter un petit peu ces projets-là. Au niveau des membres, donc que ce soit, c'est nos communautés de communes. Donc, on va faire régulièrement 1 à 2 fois par contrat des présentations du contrat dans les instances qui sont identifiées comme étant opportunes. Donc, soit en commission, soit en bureau des maires, soit en conseil communautaire. Ça, c'est en fonction des communautés de communes. Et on va préparer systématiquement pour toutes les communes des petits supports de synthèse des contrats. Et chaque fois qu'on les rencontre, on va leur donner les supports et représenter. Et après, on a l'autre échelle, c'est au niveau du territoire, où là, on va mettre assez régulièrement de la communication sur les réseaux sociaux pour présenter un petit peu les projets ou les instances et qu'est-ce qui s'y passe. C'est-à-dire, par exemple, dernier comité de programmation leader, on a fait un petit post pour dire, ben voilà, à l'échelle du PETR, ce comité de programmation leader a permis de financer 3-4 projets sur telle commune. On ne va pas forcément donner les montants, le nom des porteurs de projets, ce n'est pas l'objectif, mais c'est simplement dire, voilà, il se passe ça. Et après, sur des projets plus importants de communes, et ben, quand le projet avance ou que les travaux débutent, une petite photo, quelque chose, et puis voilà, on essaye de montrer aussi qu'on participe à tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, nous, au PETR, donc, on a entre 0,5 et 0,6 ETP qui sont dédiés exclusivement à l'ingénierie financière. Et ces éléments, ces petits éléments de communication qu'on fait, que ce soit au niveau de Facebook et des réseaux sociaux ou aussi au niveau de l'Assemblée des maires, ça a aussi pour objectif d'apporter un peu de la justification au coût du poste, aux charges que l'on met sur le poste. À quoi ça sert, quelle est la valeur ajoutée pour les collectivités qui est ce poste-là, et aussi pour les financeurs, parce que quand ils participent à ça ou qu'ils nous suivent sur les réseaux, etc., ils sont contents de voir que quand nous, on met un post sur quelque chose, ils apparaissent en communication et ça permet aussi de venir pallier un peu ce que certaines collectivités, notamment les petites communes, oublient de faire, c'est-à-dire simplement de citer les financeurs. Voilà un petit peu, nous, ce que l'on fait en manière de mobilisation et de moments forts un peu sur le sujet, sur le PETR.
Et ce que je comprends, c'est que vous saisissez, vous dites si j'interprète mal, hein, mais vous saisissez un peu tous les moments de rencontre pour toujours apporter une actualité et puis faire vivre en fait montrer ce qui se passe. En fait, tout à l'heure on disait voilà, il faut les quick wins pour qu'il y ait de la visibilité tout de suite, mais en même temps dans le temps, ce contrat-là, il faut qu'il soit visible et vous saisissez toutes les opportunités de rencontre, c'est bien ça? On saisit en fait tous les outils que le PETR met à notre disposition pour montrer ce qui se passe. Mais on ne va pas montrer ce qui se passe de la même manière en fonction des différents outils que nous propose le PETR. C'est-à-dire qu'en conseil syndical, quand on présente les maquettes aux élus du conseil syndical, ce n'est pas du tout ce niveau-là de détail que je vais donner en assemblée des maires. En assemblée des maires, je vais projeter une carte avec quelques petits pictos sur les communes intéressantes ou les projets intéressants qu'on veut montrer dans le cadre-là, et ça s'en arrête là. Parce que, et si je suis en bureau, là, je vais aller beaucoup plus loin dans le conventionnement, dans les contenus, parce que là, on va aller sur une discussion stratégique. En fait, je vais passer du stratégique à l'opérationnel, et en fonction de mes instances, je vais adapter l'information, mais je vais toujours faire vivre mon contrat, en fait, mais différemment en fonction de mes instances. Alors du coup, j'ose une question peut-être pas très politiquement correcte, mais est-ce que tout ça, c'est un plan d'action ou c'est simplement un réflexe? Vous dites, voilà, il faut que je le fasse, ou est-ce que c'est écrit mon plan de com, mon plan de valorisation? C'est pas écrit, c'est une habitude, enfin, c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps, parce qu'avant, nous, on avait un pays avant de devenir PETR, et on portait beaucoup de contractualisation à cette époque-là aussi. Et c'est quelque chose qu'on a construit en fait au fil de l'eau et qu'on améliore toujours en permanence. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ça pour justement aussi justifier de la nécessité des postes et de la nécessité de travailler là-dessus et de faire financer les postes. Mais c'est aussi parce que, à un moment donné, on s'est rendu compte que de travailler de la stratégie sur un contrat, on ne peut pas le faire avec 15, 16 élus autour de la table. Il en faut peut-être 3 ou 4 qui soient vraiment les plus marquants et les plus concentrés, ou en tout cas intéressés ou marqueurs sur ce sujet-là. Ça sera beaucoup plus efficace, et puis après, on ouvrira progressivement. Mais maintenant, c'est quand même un petit peu écrit. Ça commence à devenir un peu écrit, même si ce n'est pas réellement écrit dans le marbre et gravé dans le marbre. D'accord. Claire de Vic, vous vouliez prendre la parole? Non, elle félicitait et elle encourageait Aurore sur sa méthodologie. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci Aurore. Merci beaucoup. Vous avez, avant qu'on passe au sujet suivant pour notre dernière demi-heure, vous avez déjà commencé à aborder les moyens sur la manière dont vous faites vivre ce contrat, dont vous l'animez. Vous avez parlé de ce 0,5, 0,6 ETP. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres ressources que vous utilisez pour faire vivre, animer ce contrat dans la durée? Donc nous, c'est un agent, hein, c'est une partie de mon poste en tout cas, donc c'est sur à peu près 0,5, 0,6 ETP par an. Donc on a les outils de communication pour le faire vivre, et après en fait la mission est très cadrée à l'année en fait, puisque par exemple, moi c'est un contact, que ce soit rendez-vous, soit par téléphone, un temps d'échange tous les ans, début d'année, au moment de la période de la DETR, pour avoir une identification quasiment exhaustive de toutes les demandes de subventions qui sont déposées ou qui vont être déposées dans l'année. On arrive à avoir, en fait, on prend l'échelle de la DETR pour faire ce travail-là, parce que nous, tous les projets passent par le maillon DETR. Alors DETR ou FNADT, des SILFA, passe par ce maillon-là de demande de financement à l'État. Donc, on s'impose et on fait ce travail-là en début d'année, ce qui permet d'avoir aussi, en termes de financement, on voit passer tous les projets, et on peut à ce moment-là compléter des plans de financement parce que les collectivités n'avaient pas forcément pensé à un certain nombre de financements, corriger des plans de financement parce qu'une commune demande 60% à l'État, on leur dit non, partez pas comme ça, vous n'y arriverez pas de toute façon, enfin, c'est pas cohérent avec ce qu'ils font habituellement ou ce qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, ça c'est vraiment le temps qu'on fait. Et après, moi, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur ce poste-là, donc les communes appellent au fil de l'eau durant l'année, et on répond et on fait des rendez-vous au fil de l'eau durant toute l'année. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment le mois de janvier où c'est un mois assez pris, on va dire, et où je ne fais quasiment que ça pendant un mois.
On voit très bien la question de l'ingénierie, encore une fois, et de l'humain, en fait. Hein, ce que tu dis, là, Aurore, c'est exactement ça. Il y avait C'est Coralie. beaucoup de relationnel, en fait. Oui, il y avait Coralie qui avait une question, et après, c'était peut-être solliciter Karine, par exemple, en fait, Pyrénées-Méditerranée, qui travaille beaucoup avec tout le tissu associatif, culturel et autres, et peut-être voir. Donc, Coralie, après, peut-être Karine, et après Charles Benoît. Oui, merci Mickaël. Ça serait intéressant de la part de la NPP de faire une petite boîte avec tous les outils qui peuvent être utilisés par les pays, parce que je pense qu'on fait tous la même chose, garde-triage des fonds pour tous les projets de nos territoires. Et ça serait intéressant de partager des tableaux Excel qui doivent exister de multiples manières sur la France. Je ne sais pas si vous avez prévu ça à la NPP, mais voilà, qu'on ait cette petite boîte pour ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et j'avais une question au pays du Haut-Rouergue, à Aurore Margot. Je n'ai pas trouvé son site internet, s'il y avait un site qui existait ou quoi. Non, le site est en refonte, en fait. D'accord, ok. On est en train de le retravailler parce que donc nous, on porte une mission accueil des nouveaux arrivants. Et pour pouvoir intégrer tous ces éléments-là, on est vraiment reparti sur une refonte de tout ça. Ok, ça va. Merci Aurore. Merci. Alors Coralie, je te promets que, en fait, voilà, on ne s'est pas concerté. D'ici une demi-heure, nous vous mettons un lien d'une boîte à outils avec toutes les différentes étapes et des éléments méthodologiques sur l'ensemble. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est qu'on a été bien inspirés. Merci d'avoir posé la question. Dans une demi-heure, j'en profite pour remercier Lisa et Malika sur ce gros travail. Donc, dans une demi-heure, tu l'auras. Karine, avant Charles Benoît, peut-être Karine, au niveau du pays Pyrénées-Méditerranée, donc à côté de Perpignan, savoir comment l'animation se fait sur ton territoire. À Serré, exactement. Serré, oui. Alors, nous, on a une comitologie un peu complexe parce qu'on essaie de croiser tous les dispositifs. Donc, on est une somme de petits bouts d'animation. Alors, ce qui était sur avec un pilotage global que j'opère quand même, hein, il faut. Et donc, sur le contrat avec la région et le contrat de ruralité, on avait le même comité. Malheureusement, on ne pouvait pas le réunir au même moment. On le réunissait 2 fois de suite. Mais tout le monde connaît ça. Et ensuite, je croise, c'est le travail de l'équipe. Voilà, c'est pour ça que je réponds sous l'angle transversalité qui me permet de croiser aussi la lisibilité de tout l'accompagnement des projets avec le dispositif leader. On a un ATI FEDER. On a quoi d'autre? On a aussi du FEAMP, parce qu'on a une partie maritime. Et donc, voilà, on essaie de donner du sens à ce puzzle de dispositifs et de contrats, ce qui n'est pas passionnant comme boulot. Quand on le fait, c'est très laborieux, mais quand on le présente, on est content parce qu'on se dit, on donne quand même une lisibilité à la somme de tout ce travail-là en termes d'affichage. Après, en termes de valorisation, le faire de façon intéressante pour intéresser, c'est pas facile. Parce qu'en fait, déjà, on a du mal à récupérer les infos. Voilà, mais ça, je pense que c'est le lot de tous. Et puis, quand bien même les communes, par exemple, nous remontent leur dossier, une fois qu'elles ont fait leur projet, fait leur vie, on n'en entend plus parler. Et du coup, on avait imaginé sur la partie plan climat, parce que ça fait un moment, de nombreuses années, où on est positionné là-dessus. Pour valoriser les projets, on a imaginé un outil numérique, une carte interactive qui s'appelle Localiser, avec un Z à la fin, dont l'objectif premier était de valoriser les projets participant à toute cette politique de matière de développement durable, etc., qui trouvent un intérêt aussi de nous faire remonter la réalisation de leurs projets. Et puis, et pour nous, d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de la réalisation. Et troisième objectif, que cette expérience-là puisse profiter à d'autres porteurs de projets qui auraient des projets similaires et qui pourraient, par une petite fiche synthétique où on a un contact, une description très, très succincte du projet et un plan de financement pour ceux qui souhaitent le mettre,
créer une mise en relation et une valorisation de tout ça. Mais ça demande aussi de l'animation. Et voilà, vous pouvez y aller faire un tour. On est plutôt content de la structuration de l'outil, mais le faire vivre, c'est compliqué parce que, comme disait Aurore, si tu ne consacres pas des jours et des jours à prendre ton téléphone pour récupérer l'info, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Karine. Charles Benoît, excuse-moi, je te brimais en ne te passant pas la parole. Ah non, pas du tout, parce que en plus c'est tout à fait passionnant et puis la logique d'intervention fait en sorte que ça tombe très très bien. Je voulais juste retémoigner parce que nous, dans le cadre de nos travaux de recherche, nous expérimentons actuellement justement un fonds d'ingénierie pour financer les alliances d'intérêt général, dont d'ailleurs bénéficie la NPP dans le cadre de l'expérimentation qu'on mène ensemble et du chemin qu'on fait ensemble. Et de ce qu'on vient de se dire, j'ai trois remarques qui me semblent très importantes du côté du financeur de cette ingénierie, puisque nous, c'est ce que nous expérimentons actuellement, c'est de ne pas être du côté de l'ingénierie, mais du côté du financeur de cette ingénierie. Il y a trois choses qui, moi, me marquent beaucoup. Il y a le côté formel-informel. L'informel a une très grande valeur, c'est celle de l'agilité. Elle a aussi un peu un handicap, c'est celle de la pérennité. C'est-à-dire que finalement, l'informel, la souplesse, la capacité de faire comme ça, finalement, dépend de la compétence de la personne et non plus de l'organisation qu'on a en face de soi. Or, pour pérenniser une ingénierie, il ne faut pas que ça soit pérenniser une personne, mais un dispositif, une mécanique. Et donc, j'attire votre attention sur le juste équilibre à trouver entre effectivement ne pas rentrer dans un processus finalement qui enferme dans cette ingénierie, mais quand même avoir des éléments de repère qui permettent d'expliciter finalement quelle est cette ingénierie dont on parle. Et je trouve que c'était vraiment très intéressant dans les différentes interventions qu'on vient d'avoir, finalement de souligner l'importance de valoriser au sens de donner de la valeur et peut-être de donner à voir finalement tout le travail qu'il faut faire pour arriver au résultat. Et je reviendrai sur ce sujet-là. Le deuxième point qui me marque beaucoup, c'est vraiment le témoignage qu'on a eu sur l'importance de la segmentation des acteurs. Il faut mobiliser tout le monde, mais pas tous en même moment sur tous les sujets. Et je trouve que c'était très intéressant d'avoir justement des témoignages qui disaient comment de l'opérationnel au stratégique, du stratégique à l'opérationnel, finalement, je découpe mes moments et les logiques d'action. Et ça, je pense que c'est un élément absolument indispensable pour faire vivre le contrat et pas simplement effectivement qu'on soit dans des coups de quick win en amont ou qu'on soit à la fin dans une évaluation, même si c'est très important, mais entre les deux, comment justement on segmente ces cibles pour pouvoir être capable d'apporter de les mobiliser de façons différentes. Et puis le troisième point qui est pour moi le plus important, c'est sur la question de la valorisation de tout cela. On a toujours tendance à valoriser le résultat. Or, le résultat, la valorisation du résultat n'a comme effet sociologique qu'éventuellement créer une satisfaction, une insatisfaction. Mais en aucun cas, ça ne crée une action. Et donc, quelque part, ne communiquer que sur le résultat, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Ce qui va créer une action, ce qui va engager, c'est non seulement de parler du résultat, mais aussi d'un récit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on a fait de la graine au fruit? Ok, vous avez une bonne pomme, une belle pomme, mais finalement, comment est-ce qu'on l'a fait, cette pomme? Quels ont été les succès? Quels ont été les échecs? Et en fait, on se rend compte que plus l'ingénierie explicite le récit, plus elle crédibilise les résultats, parce que finalement, les résultats, ils ont été comment acquis? Parce qu'on a planté un pommier et qu'on a eu des pommes, ou parce qu'on a été chez le marchand et qu'on s'est acheté une pomme? Comment est-ce qu'on a fait? Et j'insiste là-dessus, et ça invite à se poser vraiment une question vraiment fondamentale, qui est justement tout l'enjeu de la capitalisation partagée qu'on est en train de faire avec la boîte à outils sur Klaxoon qu'on constitue depuis le départ, c'est comment on capitalise tout ça. Et là, je reviens sur ce que a dit tout à l'heure Gabriel, qui pour moi est essentiel. Si dès le départ, on n'a pas quelques points de repère de ce qu'on va vouloir capitaliser, une chose est certaine, c'est qu'à la fin, quand on constate les résultats, on ne sait plus redire le récit. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, ce n'est pas une question de compte-rendu, de choses comme ça, mais c'est comment on se marque des petits éléments de capitalisation, un peu comme des petits cailloux dans le chemin, qui nous permettent après de réexpliquer pourquoi on en est là, comment on a été là. Et là,
je peux vous dire, nous, c'est notre propre expérience, que ça valorise l'expérimentation et qu'après, généralement, on ne vous pose plus de questions parce qu'on comprend qu'effectivement, la pomme, elle n'a pas été simplement dans l'enchaîne marchand, mais c'est bien, on a appris à faire un pommier qu'on va être capable de reproduire. Et le lendemain, quand on veut refaire une autre contractualisation, eh bien, quelque part, le fait d'avoir valorisé cette ingénierie fait qu'elle pose beaucoup moins de questions après. Ce n'est pas une recette miracle, mais en tous les cas, de bien différencier les résultats du récit, c'est un élément essentiel pour valoriser le rôle de l'ingénierie.